Et bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Je ne suis pas tout seul ce soir. Bonsoir Olivier. Salut. Merci d'être avec nous. Alors, avant de commencer les recommandations habituelles, sachez qu'il y a un décalage entre vous et nous. Ce soir, on n'est pas tout seul, donc il y aura ma mère ici présente dans le chat avec vous. Donc quand vous posez une question, il va y avoir un décalage. On va traiter les questions. On va discuter d'abord avec Olivier de la crise actuelle. Et une fois qu'on aura terminé notre discussion, on marquera une pause et on répondra à vos questions. Autre élément important, si tu m'écoutes sur Facebook et sur Instagram, pour que tu vois Olivier, il faut que tu viennes sur YouTube. Donc voilà, je le rappellerai plusieurs fois dans la soirée, ne m'en voulez pas, c'est parce que je vois qu'il y a du monde sur Instagram et sur Facebook, donc rejoignez-nous sur YouTube. Bonsoir à tous ceux qui arrivent déjà, donc Thomas, Julien, Gabi, aux habitués. On va commencer et puis on avancera au fur et à mesure. Bon Olivier, merci d'être là, bonsoir. Merci à vous. Je suis content que tu sois là, on se côtoie de temps en temps, on passe de bons moments ensemble. Là ce soir on va un peu rigoler, mais on va parler aussi un petit peu sérieusement. On a commencé la discussion, on va la reprendre. On parlait justement de la crise actuelle, donc on vient de vivre une crise sanitaire. Je te disais que pour moi, les prix du pétrole, ce qui s'est passé lundi, c'est un petit peu comme un peu le coup d'envoi, comme le pistolet qui fait partir les coureurs pour la crise économique. Bon, c'est mon avis personnel, on va voir si tu es d'accord déjà avec ça. Et la question sous-jacente, c'est est-ce que tu penses que les prix de l'immobilier vont être impactés ? Voilà, qu'est-ce que tu penses un petit peu maintenant de tout ça ? Est-ce qu'on est dans une crise économique ou pas ? Attends, il y a plein de choses là. Il y a plein de choses. Donc, comment dire concernant le pétrole, bon, non, moi je crois que c'est parce qu'il y a déjà une crise économique. Pour l'instant, elle est serrée dans le temps, elle est liée au confinement, qu'il n'y a pas de consommation de pétrole aussi bien, surtout pour les avions et les bagnoles. C'est pour ça que le pétrole s'est cassé la gueule, parce que bon, tu le sais aussi bien que moi, ils savent pas où stocker, donc ils te donnent du fric pour le déstocker. Voilà. Et ça, c'est uniquement les livraisons de mai. C'est pas, ce qui est pas vrai sur les livraisons de juin, juillet, août, c'est pas vrai. Donc, est-ce que la baisse du pétrole est représentative et annonciatrice de la crise économique ? Non, enfin, je crois pas. C'est, pour l'instant, en tout cas, mon sentiment, c'est le résultat de ce qui se passe, du bordel qu'il y a actuellement. Bon, voilà pour le pétrole. Concernant la crise immobilière, c'est ça que tu m'as posé comme question. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des conséquences sur l'immobilier ? J'ai un petit peu regardé ce que je peux voir à droite et à gauche comme sentiment, je vais dire ça comme ça, général, et tout le monde a l'air de parier, entre guillemets, sur une baisse du prix de l'immobilier. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Je pense qu'il va y avoir une baisse de prix de l'immobilier, mais bien sûr, pas sur toutes les villes, pas sur tous les quartiers, pas sur tous les marchés. Moi, j'habite là, au moment où on se parle, là, tu vois, j'habite dans le 8e arrondissement. Les prix ici, ça se balade entre 12 000 et 20 000 euros du mètre carré. Les gens qui achètent ça, c'est des mecs qui ont du fric. Donc, ils peuvent attendre. Alors, tu vas toujours en trouver un ou deux qui est un peu pris à la gorge et qui a besoin de vendre et qui va faire un sacrifice. Mais ça va être une minorité de gens sur ce quartier-là. Les mecs, ils peuvent attendre. Bon. Après, tu vas avoir des villes qui sont un peu plus, plus pour la classe moyenne, où là, il risque d'y avoir des pressions à la baisse. Mais elles ne sont pas obligatoirement mauvaises. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux dire, ça monte depuis la fin de la crise des subprimes, on va dire 2012, 2000, en ligne droite. Il faut que ça respire. Je veux dire, les mecs, ils peuvent plus acheter. Donc, s'ils peuvent plus acheter, et il y en a qui ont besoin de vendre, ils vont être obligés de baisser leur prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que un mec qui a acheté en 2012-2013, qui a correctement acheté, qui a acheté à, je dis n'importe quoi, j'ai pas de ville en tête, qui a acheté 3 000 euros du mètre carré, et qui aujourd'hui se retrouve à 4 500, on va dire il y a 2 mois c'était 4 500 euros du mètre carré, et qu'il soit obligé de vendre à 4 000, bon ok, ça va lui faire mal un peu derrière, mais
il n'aura pas perdu d'argent non plus. Et puis, qu'est-ce qu'il en a fait pendant ce temps-là? S'il l'a mis en location, il a encaissé des loyers. Et s'il l'avait en résidence principale, c'est de l'argent qu'il aurait dû dépenser pour se loger. Bon, ça fait partie du jeu. Alors, bien sûr, si on a un qui a acheté, je n'en sais rien, il y a 6 mois, c'est pas la même. Et qu'il soit obligé de revendre, ça fait un peu chier, quoi. Est-ce que tu penses du coup que c'est intéressant qu'on parle du mètre carré? Est-ce que tu penses que là où les prix sont montés le plus haut au mètre carré, c'est ceux qui vont être le plus impactés? Ou à l'inverse, tu crois que c'est ceux qui sont au plus bas? Non, ça dépend essentiellement du quartier ou de la zone ou de la ville, si les mecs ont du fric ou pas. D'accord. Ici, c'est beaucoup monté, mais les mecs, ils peuvent garder, donc ils n'ont pas de problème de fric, quoi. Pour toi, ton indicateur, du coup, c'est les revenus par habitant qui vont influencer le marché. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je te faisais part, en fait, tu sais que moi, j'ai la sensation que en fait, le marché de la RP va être beaucoup impacté et que j'ai aussi la sensation, mais je peux me tromper dans mon avis, que du coup, le marché de l'investissement le sera un peu moins parce qu'il va y avoir il y a déjà des pertes financières en bourse et que du coup, cet effet-là peut avoir aussi un effet positif sur le marché immobilier. Tu penses quoi, toi, de ça, par exemple, de ce raisonnement-là? Non, moi, je crois que c'est plus l'investissement qui a de descendre. Parce qu'on n'en a pas besoin de l'investissement immobilier. Ah ouais, tu vois ça comme ça, toi, c'est intéressant. C'est pas obligatoire, quoi. C'est pas obligatoire. Comme la bourse n'est pas obligatoire. Tu me l'enlèves de la bourse. J'allais te dire, la bourse non plus, du coup, tu es d'accord avec ça? La bourse n'est pas plus obligatoire. Bien entendu. Je veux dire, il est évident que j'en fais partie. Tu achètes de l'immobilier pour gagner de l'argent, ok, tu vas espérer une plus-value et pendant ce temps-là, tu peux aussi avoir un revenu parce que tu mets en location. Mais fondamentalement, s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qui se passerait? Les gens achèteraient. S'il y avait pas on pourrait pas, acheter du locatif, les gens achèteraient. Alors, tu vas me dire, mais ils ne peuvent pas obligatoirement acheter. Mais le marché se régulerait. Et parce que les gens ont besoin de se loger, il y a des mecs qui trouveraient des solutions. Je vais faire une aparté qui va un peu rejoindre ce que je viens de dire. Tu sais, aujourd'hui, si on regarde les 20 dernières années, les 30 dernières années, tout a été discounté. Les meubles, les bagnoles, tout est discounté. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas discountée, l'immobilier. L'immobilier, il n'y a jamais eu de cassage de prix. Ouais, ça pourrait arriver un jour, quoi. Ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est sûr, c'est peut-être une idée start-up pour ceux qui nous regardent. Hein. Ouais, alors, où je voulais en venir, c'est que s'il y a des gens qui ont besoin de se loger, ils ne peuvent pas louer, eh bien, il y a des promoteurs qui vont trouver des solutions. Alors, discounter, ça n'a jamais été discounté, ce n'est pas complètement vrai, je vous le dirai après. Mais, donc, il va y avoir des solutions pour pouvoir vendre à ces gens-là. Alors, quand je dis, je vais mettre deux compléments. Premièrement, Ikea, en Angleterre, a fait des essais d'immobilier discounté. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ils ont une société qui s'appelle Coloc. Je me rappelle plus. Je peux pas t'aider là, je suis pas au courant. je me rappelle pas. Mais ils ont fait l'expérience à Manchester et tout ça. Ils te vendaient des studios, notamment à 50 000 livres sterling et complètement fournis avec leurs meubles, bien entendu. Bien Donc, sûr. ils essayaient de trouver des marchés pour des gens qui ça pouvait intéresser. Et deuxième chose, alors quand je dis il y aura toujours des vendeurs ou des promoteurs créatifs. Je vais te prendre avec l'agroalimentaire, bon, qui est différent, mais Nestlé, par exemple, ils ont une division pays sous-développés. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Et ils te font des produits spécifiques pour développer où il y a moins de pouvoir d'achat. Donc, ils trouvent des solutions pour continuer à vendre, à faire de la marge, mais pour pouvoir satisfaire une population moins fortunée. Donc, alors, je viens de réaliser en t'écoutant qu'en France, on a quand même eu, je crois que c'est Roubaix, où tu as un maire, parce qu'en fait, bon, il avait un gros patrimoine. 1 euro. Alors, mais t'as quand même raison, ça rentre pas dans le discount parce que, en fait, c'était de la propriété, enfin, c'était pas vraiment un promoteur, c'était dans le but de repeupler sa ville. Donc,
Mais c'est intéressant, c'est vrai que c'est vrai que le discount. J'ai connu quelqu'un aussi qui avait fait, tu sais, comment ça fonctionnait? Le système de prévente, il avait un nombre de lots à vendre et en fonction du moment où tu arrivais, tu payais pas le même prix. Mais bon, intéressant le discount sur Bon, mais l'immobilier. ça se fait encore déjà aujourd'hui, hein, sur les promoteurs. Tu vas payer moins cher au début et tu vas me payer moins cher à la fin. C'est ceux qui arrivent au milieu qui payent le plus. Ouais, c'est vrai. Ils veulent vendre un certain nombre de produits. Alors, ils te baissent pas le prix vraiment, mais ils vont te faire cadeau de la cuisine, des frais de notaire, etc., etc. Et puis, quand ils ont fait 30, 40, 50% des ventes, ils vont continuer, ils te font plus ces cadeaux-là, et puis ils peuvent même monter les prix, ils montent les prix. Et à la fin, quand ils ont les derniers à larguer, les queues de programme, ils sont capables de faire des... Ils font des tarifs sur les queues de programme. Alors, ça va me faire une transition avec. Alors, c'est pas une question que j'ai vue, c'est une réaction que j'ai vue dont j'ai envie qu'on discute rapidement. J'ai vu que certaines personnes pensaient que, en fait, tout ce qui se passe un petit peu sur Internet avec cette espèce de démocratisation de toutes ces personnes qui aident à investir en immobilier, il y a certaines personnes qui disent que finalement le marché du locatif a été un peu gangréné et un peu gonflé, augmenté comme un effet de bulle en fait. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis sur la question et puis on va échanger aussi dessus. Oui, moi je crois qu'on y est pour quelque chose. Ouais, tu penses que ça a influencé le marché? J'en suis persuadé. Par zone ou sur des zones ou de manière générale? On va rester en France. Je veux dire, c'est plus facile d'analyser le marché français parce qu'on connaît plus les chiffres. Et puis on est proche des personnes qui ont pu investir ou qui nous contactent. Bon, enfin bref. Moi, je suis persuadé qu'il y a eu une incidence. J'en suis persuadé. Plus il y a eu de monde, mais c'est pas dur. Plus tu as de vidéos sur YouTube, plus les mecs ils disent ah ouais c'est possible. Regarde, moi je dois avoir, j'en sais rien, je crois peut-être 10 millions de vues sur ma chaîne. Ok, allez, ça veut dire qu'il y a un sixième de la France. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que tu mets 6 personnes. Mais il y en a qui regardent plusieurs. Oui, donc je vais pas être aussi prétentieux que ça. mais on va dire qu'il y a au moins 500 000 personnes différentes. Ouais, ça fait un... Tiens, j'ai 100, un peu moins de 140 000 abonnés au moment où je te parle. Donc il y a au moins 140 000 personnes. Donc on va dire qu'il y en a 2 fois plus qui ne se sont pas abonnés. Donc on est aux alentours de 400 000 personnes qui au moins m'ont vu. Ça leur a donné des idées. Après, ils ont été voir d'autres vidéos de toi, de machin, de trucs. Et ils se disent ah bah ouais, peut-être les choses sont possibles. Eux, ils le font, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Moi, je suis certain qu'on a une influence. Ah ouais, tu penses que ça va jusque-là. Et est-ce que tu penses que ça peut avoir sur certains... Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais ça me traverse quand même l'esprit. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un effet du coup négatif sur l'investissement et que ça peut, par exemple, par rapport à la situation, révéler des situations? Révéler des positions, pardon, révéler des... Tu comprends? C'est-à-dire que là, comme les prix vont être tirés vers le bas, si on suit le raisonnement qu'on a depuis le départ, si ça arrive, est-ce que du coup, s'il y a eu un effet un peu de bulle, ça peut pas... Je pense que ça peut accentuer les mouvements aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Ouais. Ça va amener de la volatilité sur les prix. Parce que plus tu as de vidéos, par exemple, qui te disent « Ouais, c'est bien d'acheter l'immobilier, vous faites des plus-values, vous gagnez de l'argent, machin et tout. » Et après, on est dans un marché baissier, on te dit attention, les prix baissent, les mecs ils font dans leur froc, et donc ça accentue les baisses, donc ça va accentuer les mouvements. Moi je pense vraiment à ça. Ouais. En faisant la conférence la dernière fois, c'est quelque chose, on n'en avait jamais parlé au préalable et j'avais apprécié ça. On a un peu la même vision sur le fait qu'à un moment donné, il faut se désendetter. Et du coup, tu vois que sur Internet, il y a vraiment tout un mouvement où c'est la dette à tout va, hein, sauf que bon... on n'est pas face à des hommes, à certains profils de personnes qui vont pouvoir s'en dégager peut-être plus ou moins facilement. Toi, tu penses aussi comme moi qu'il faut se désendetter, il faut être capable à un moment de se dire... Voilà. Mais c'est complètement évident. Mais les mecs, ils disent « Ah bah ouais, on peut s'endetter, alors je m'endette, la dette, on peut gagner du fric, machin et tout. » Ouais, tu gagnes, je peux pas te dire que ça sert pas à gagner de l'argent. Mais quand est-ce que tu gagnes plus de fric? Quand tu es endetté ou quand tu n'es pas endetté? Je veux dire, aussi con que ça, quoi. Tu prêches un converti, hein. Non, mais c'est que la dernière fois, on en a parlé, on n'a pas creusé, et je trouvais dommage parce que vraiment, on se retrouvait et je m'y attendais pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui tiennent ce discours et j'ai même pas souvenir
t'avoir forcément entendu appuyer sur ce point-là. Et j'en profite pour le dire, voilà, tu as raison, mais je me mets avec toi, on a raison, il faut se désendetter. La dette, c'est bien, mais sans dette, c'est mieux, quoi. Il y a 2 phases dans l'investissement. Il y a l'endettement, tu essayes d'acheter, allez, je vais simplifier le truc, ok, tu achètes 5 appartements, je vais essayer de faire des calculs en même temps, 5 appartements à 100 000 balles, hein, ça va être plus simple, ça fait 500 000 d'endettement. Tu dis, j'en achète 5. Là, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est se désendetter. Et c'est pas si difficile que ça. Tu as tes 5 appartements, tu demandes des reports à chaque fois, 2 ans au maximum, sur 4 des appartements, pas 5. Tu prends tout cet argent et tu l'utilises pour te débarrasser du premier crédit. Tu vois, c'est un truc très con, quoi. C'est un truc très con. Mais mec, non, vas-y, j'achète. Et j'étais parti là-dessus, la dernière fois qu'on avait fait la vidéoconf. C'est parce qu'il y a un mec qui me dit « Ouais, j'ai acheté 1 million d'immobilier, oui. J'ai un patrimoine d'1 million. » Et le mec, il me dit « Mais j'arrive plus à emprunter. » Mais je lui dis « T'arrives pas à emprunter alors que tu as un patrimoine d'1 million ?» Je lui dis « Mais combien tu dois aux banques ?» Il me dit « Je dois 1 million. » Bah donc t'as 0, mec. Ouais, c'est normal qu'il y a un moment où il te prenne. Mais il y en a qui font l'apologie de la dette. Moi, j'avais fait une vidéo quand même il y a... je sais pas, j'ai fait une vidéo, si on cherche sur ma chaîne YouTube, où j'ai parlé de ça. Je me suis fait agresser par un mec. Vous dites n'importe quoi. Le s'endetter, c'est le meilleur truc. Ça permet de dégager, de pas payer d'impôts, machin et tout. J'ai dit, mais tête de con. J'ai dit, soit tu payes la banque, soit tu payes l'impôt. Qu'est-ce que tu préfères? L'impôt, tu payes. Si tu gagnes du fric, la banque, tu gagnes. Tu gagnes pas, tu payes. Mais Après, on revient à ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire que là, avec ce qu'on est en train de vivre, du coup, bah, c'est ce que moi j'avais dit la phrase, là, ces gens-là, ils sont confrontés à la réalité de ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que quand tu es trop endetté et que tu as des problèmes, bah, c'est là qu'on a un problème, du coup. Non, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est désendettez-vous, putain. Utilisez les crédits pour vous désendetter, pardon, ce que je viens de dire, hein. Faire du report, prendre cette trésorerie, la rembourser un appartement. Après, quand on a remboursé un, tu as encore plus de trésorerie, c'est plus facile de se débarrasser des crédits des autres. Tout à fait. C'est une stratégie ce que tu viens de dire, c'est une stratégie complètement. Du coup, ça va me faire un lien avec ce que je voulais te dire tout à l'heure. Comment je vais dire ça tout simplement, qu'est-ce que tu penses de la location saisonnière, mais avant, si tu veux, il y a eu un mouvement, j'ai envie de dire ça comme ça, il y a eu un mouvement avant la crise où c'était aussi très fort, on poussait à la location saisonnière. Aujourd'hui, bon, je pense qu'il y en a qui, il y a eu des reports de prêts, certains vont passer au travers, mais il y en a certains qui vont voir la location saisonnière autrement. Quel est ton avis sur la location saisonnière et comment tu gérerais, si toi tu avais de la location saisonnière actuellement, comment tu gérerais tout ça en fait? Moi, je suis pas un bon exemple. Premièrement, moi j'ai beaucoup de cash. Je suis pas un bon exemple, donc je peux traverser la crise sans l'avoir. Donc, j'ai même du mal à dépenser mon fric en ce moment, tu vois, parce qu'on peut rien acheter. Oui, c'est sûr. On est tous pareils. Mais c'est que passager cette histoire. Ce n'est que passager. Voilà. Et alors, ok, on va faire les 2 scénarios. C'est passager et c'est pas passager. C'est passager, ça veut dire que on sort du confinement le 11 mai, on commence à sortir. Bon, mettons même ça met que 1 mois, ça met au moins 1 mois pour en sortir. On va dire que mi-juin, on est à peu près libre de mouvement. Les hôtels ne vont pas réouvrir, donc les gens ils vont se rabattre sur la location courte durée. Donc ceux qui ont la location courte durée, ils vont rattraper le temps perdu. Ils pourraient même un peu augmenter les prix, etc., etc. Ok, c'est un scénario. Le deuxième scénario, c'est que ça ne redémarre pas. C'est-à-dire qu'on reste confiné 6 mois, l'économie se casse la gueule. Si l'économie se casse la gueule, on s'en fout. Le pognon, il vaut rien. Donc, il y a même plus un problème de dette ou n'importe quoi. C'est comme ça. Oui. Dans les 2 cas, tu veux dire, on s'en sort. Mais, enfin, on s'en sort. On se retrouve dans une situation X ou Y. Mais, alors, du coup, je vais te poser la question autrement. Enfin, moi, c'est un peu ma vision. Je vais te le dire au travers de ma vision. Est-ce que tu penses que la location saisonnière, c'est une bonne stratégie centrale ou ça doit être une stratégie un petit peu comme une cerise sur le gâteau?
Comment tu le vois ça, toi? Moi, j'ai tendance à être plutôt côté stratégie cerise sur le gâteau. Je vais pas m'en cacher. Mais Je vais répondre autrement. Ça dépend de ton niveau d'endettement et ça dépend si tu as des dettes sur le dos ou pas. d'accord. Par exemple, tu veux, moi j'ai pratiquement dette zéro. Pratiquement dette zéro. Hein, par rapport à ce que j'ai, je ne veux pas te dire de conneries. Je dois être endetté à peu près à 10% de mon patrimoine. Voilà. Tu vois, donc vraiment des cacahuètes. Donc je m'en fous, tu vois, si j'avais de la location courte durée, ce que je n'ai pas, parce que je suis trop feignasse et j'ai pas envie, ça me gonfle. Oh mais Non, mais je suis comme toi, c'est trop de travail. Ça me fait rire parce que j'ai la même vision que toi là-dessus. Donc, heureusement, j'ai pas besoin de ça, donc je vais pas m'emmerder la vie. Mais j'ai pas dit que c'était pas bien de le faire, hein. oui, C'est pas mon discours. Hein. On n'est pas là pour juger. Ils gagnent très bien leur vie, ils sont très heureux. Hein. J'ai des mecs qui gagnent entre 5 et 10 000 balles par mois, des anciens élèves à moi. Je veux dire, ça a changé leur vie, quoi. Ils gagnaient 2 000 balles avant. En bossant 2 fois moins parce que eux, ça leur permet de payer quelqu'un qui font le boulot aussi à leur place. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Comment dire? Donc, moi, ça n'aurait pas d'impact pour moi. Je vais te demander de reposer la question, je crois que je l'ai oublié. Non, non, je la pose pas. Je te demandais si tu étais plus du genre à avoir la location saisonnière comme la cerise sur le gâteau, ouais. Ou comme le pivot central de ta stratégie en fait. Voilà. Si tu veux, quoi. Tu sais, j'avais dit là pendant l'autre vidéoconf, qui dit que les crises sont des révélateurs de priorité. Ouais. C'est-à-dire que tu te dis, quand tout va bien, tu te poses pas trop de questions, et c'est quand il y a une merde qui arrive, tu te dis, ah ouais, mais j'ai peut-être un peu exagéré, si j'avais fait les choses autrement, je serais peut-être un peu moins dans la merde. Donc voilà, alors c'est facile de répondre en ce moment, bah oui, si tu as 5 appartements, comme je disais tout à l'heure, tu as intérêt à le faire gâteau sur la cerise, ouais. C'est bien sûr parce que tu es un peu plus en sécurité. Tu peux dire, ok, j'ai 2 appartements en location courte durée et 3 en location simple. Bon, ouais, mais maintenant... Quand tout va bien, on se pose pas la question. Ouais. Mais c'est exceptionnel aussi. Alors, faut relativiser le truc. Je veux dire, je vais te faire une anecdote qui est un peu loin, mais on va essayer de faire un parallèle. Moi, j'ai un mec, il y a quelques années, qui m'écrit j'ai une dette de 15 000 euros qui me mine le moral. Je pense... à une solution, enfin, il disait, il voulait se foutre en l'air, je sais plus comment il l'avait exprimé. J'ai dit, on prend pas une solution définitive pour un problème temporaire. Donc, le mec, je lui ai dit, tu jettes tout, tu prends un deuxième job, tu vas bosser au McDo, tu rembourses ta dette et on n'en parle plus, quoi. Le mec, il m'a envoyé chier. Ah ouais, non, mais... Non, mais... J'ai envie d'aller bosser 2 fois, va te faire foutre, démerde-toi. Non, mais après, c'est vrai que comme tu dis, quand tu as une dette comme ça, alors là, bon, ça aussi, ça me touche un petit peu parce que nous, on a eu des dettes, il faut chercher à les rembourser, pas se replier sur soi-même et s'abattre sur son sort. Hein, c'est l'argent, ça va, ça vient. Bon, je vais en profiter du coup pour faire aussi un petit parallèle. Alors là, c'est un petit plaisir personnel. Il y a plein de gens, alors il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça, mais il y a des gens qui ont des problèmes avec ce qui se passe sur Internet. Et du coup, je trouve que c'est assez amusant ce qui est en train de se passer. Alors là, on s'éloigne un peu du sujet, mais ça va quand même être drôle. Actuellement, les supermarchés augmentent leurs prix. J'ai constaté aujourd'hui qu'en fait, simplement, le prix de mes courses a doublé. C'est pas très grave, mais bon, ils jouent de la situation. Est-ce que du coup, tu penses qu'il n'y a pas de bonne situation pour faire du commerce? Enfin, je pose peut-être mal avec ma question, mais ça te paraît cohérent ce genre de comportement en pleine crise du Covid? Je pense que c'est juste une histoire d'éthique personnelle, quoi. Ouais. C'est essentiellement ça. Si les mecs, ils en ont rien à foutre, ils vont augmenter les prix. Alors peut-être eux, ils ont eu des augmentations de prix de leur côté, mais j'en sais rien du tout. Ouais, j'ai des doutes quand même. Non, s'ils ont eu des augmentations qui les répercutent, ok, je comprends. Bon, et c'est justifié. Donc ça, de ce côté-là, maintenant, si les mecs, ils profitent juste de la situation sur une nécessité, parce que... C'est ça. On en a besoin. Donc ça, c'est un peu plus dérangeant. Et j'hésiterai pas à aller voler dans les magasins, dans ce type de magasin, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que, ok,
j'ai pas dit que je le ferais, mais tu comprends. Je comprends ce que tu dis. Non, mais je suis à peu près d'accord avec toi. C'est juste que moi, en parlant de ça, je trouve que ça me fait rire parce que les gens sur Internet, derrière l'anonymat, ils se permettent de juger, tu vois, en l'occurrence, ce qu'on peut faire quand on propose de la connaissance. Mais là, on est dans la première nécessité. Des gros groupes français n'hésitent pas à nous prendre le double. Et là, tu vois, c'était pour faire un parallèle un peu facile de mon côté, mais j'avais envie de le faire et d'en parler rapidement avec toi sans qu'on s'attarde trop. Mais je comprends ton point de vue, voilà. Ok. C'est un problème d'éthique. Ouais, c'est ça. On est là. Je pense et j'espère qu'ils auront le retour ouais, moi aussi. de bâton, quoi. C'est-à-dire que si eux, ok, ils avaient des pattes ce jour-là, et que parce que leur magasin préféré n'en avait pas, ben, j'espère qu'ils iront dans l'autre magasin. Ouais. Mais moi aussi, je suis comme toi, je le souhaite aussi. Alors, j'ai vu un petit sondage, j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont là dans le chat avec nous, je prendrai vos questions après. Likez, partagez pendant que j'y suis. Si vous êtes sur Instagram et sur Facebook, rejoignez-nous pour voir Olivier sur YouTube, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu un petit sondage que je trouvais amusant, qui a été fait sur 1000 à 2000 personnes. J'ai pas noté le chiffre, j'aurais dû. Combien de temps va mettre l'économie pour repartir? Donc, avant qu'Olivier réponde, bon, moi j'ai vu la réponse, donc je ne vais pas jouer, mais essayez-vous de répondre de votre côté. Donc, il y avait 4 possibilités de 3 à 6 mois. Première possibilité. Deuxième possibilité de 6 à 9 mois. Troisième possibilité de 9 à 12 mois. Et dernière possibilité de 12 à 18 mois. On va leur laisser une seconde pour se positionner. Puis Olivier, je vais te demander sur lequel tu te positionnes. De manière très instinctive, moi je dirais 12 à 18, mais je ne sais pas argumenter autour de ça. C'est la réponse qui a été le plus donnée. Et alors, il n'y avait pas d'explication. Moi, j'ai vu, en tout cas, je suis en train de faire des recherches sur les crises, en fait. Et dans les épidémies, en fait, tu as un décalage. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu dois être au courant, Olivier, mais là, actuellement, les chiffres qu'on nous note du Covid, c'est pas la réalité des chiffres, en fait. On a un décalage et on connaîtra les vrais chiffres que de façon décalée. Là, le virus a de l'avance dans le... en fait, il est à l'inverse de nous dans ce chat, en fait. Nous, on a de l'avance sur eux. Eh ben, voilà, tu m'as compris. Je n'arriverai pas non plus à l'expliquer, mais... Il y a un décalage de son. Voilà. Là, il y a un décalage avec le virus. Et peut-être, alors, j'ai pas la réponse, mais c'est peut-être ça qui fait qu'il y a ce décalage-là. En tout cas, voilà, c'était pour indiquer, je trouvais que c'était intéressant. Du coup, ça m'amène sur cette question-là. Et je crois que c'est ton actualité un petit peu. Olivier, faut-il investir en bourse? J'allais presque dire que la question ne se pose pas, quoi. Elle ne se pose pas, elle est complètement évidente. Je veux dire, t'as la bourse, je veux dire, prenons les exemples. Bon, je t'ai montré ce que j'ai fait. Ouais, on voit le graphique derrière toi. Je crois qu'il y est derrière. Là, je suis en plein dedans. Et bon, bah, vous voyez, je ne sais pas ce qu'on voit là. Bon, il faudrait que tu te décales vers ta droite pour toi. Vers là-bas. Voilà, là, c'est nickel. Ah, il a bougé. Ça a bougé à l'écran. Ça a bougé à l'écran. L'écran, ça a changé ton écran. Ah, c'est le screensaver. Voilà, là, c'est bon, là. Là, on le voit. On voit. Donc, en fait, en fait, bon, je vais me permettre de commenter, mais c'est les montées de chaque crise. La crise de la tech, la crise des subprimes. Et du coup, Ouais, le subprime, c'est le corona. Et voilà. Bon. Le Covid, j'ai écrit Covid. Ouais. Voilà. Mais ah ouais. Donc, ce que je voulais illustrer avec ça, c'est que en 2001, donc on a eu la crise la bulle Internet, on a perdu 65% sur les marchés, on est remonté. Subprime, on a perdu 60%. Corona, bon, ça monte, ça descend, on a perdu, mais on ne sait pas encore si on va baisser ou pas. Bon, ça, j'ai mon idée sur la question. Je pense quand même, ça va redescendre, donc ça va faire des opportunités. Mais où je dis, par exemple, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que il vaut mieux acheter ici au point B qu'au point A, quoi. Ouais, voilà. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et là, le Corona, c'est pareil, on se rapproche du bas. Donc c'est là où on gagne du fric. C'est comme l'immobilier. Je veux dire, on gagne du fric. Pareil. Quand ça monte. Est-ce que, du coup, tu as dit une chose qui m'intéresse, tu as dit que ça va peut-être. Enfin, tu es dans une position d'attentisme, tu attendrais encore un petit peu. Pour toi, c'est encore un peu tôt? Non, moi j'achète régulièrement. Ah, là tu rentres, toi, en tout cas. J'achète.
Ouais, ça fait déjà depuis le début, quoi. Depuis le début où ça s'est cassé la gueule. Quand tu faisais moins 10 sur le CAC 40, moi je rentre. Hein. Ouais, d'accord. Mais j'en achète régulièrement. J'achète. Voilà, je sais pas. Sur le CAC, tu vois, pour te situer les choses, on est quoi? On est on doit être à moins 25, moins 30, quelque chose comme ça. Moi, je suis à plus 3. Et oui. Donc, Oui, tu rentres, quoi. Toi, tu rentres. je rentre. Alors, je vais te poser une question sur laquelle tu n'aimes pas trop, mais on va un peu en débattre, ou pas du tout d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'une banque peut faire faillite? Bon, c'est pas que j'aime pas, je sais pas. Bon, elle peut faire faillite. Est-ce que cette crise-là va lui faire, va l'obliger à faire faillite? J'ai pas d'avis sur la question. Enfin, c'est pas complètement vrai. À court terme, non, ça posera pas de problème. Je vais dire, ok, il y a 2 mois, il y a que 2 mois de crise. Les banques, elles sont capables d'encaisser ça. Il y a moins d'activité, elles ont moins de frais aussi, comme nous. Hein. Ah oui, ça s'équilibre. Je veux dire, moi, j'ai jamais aussi peu dépensé de ma vie, quoi. Je suis obligé de chercher sur Internet. Hein. Je me suis acheté hier. Je me suis acheté une enceinte de Vialet pour dépenser un peu de prix et un aspirateur Dyson, faut pas le dire. C'est pour que tu le passes ou c'est pour que tu le fasses passer? Donc, voilà. Donc tu vois, je cherche vraiment à le dépenser ce brick. Hein. Mais comment dire Oui, pour toi ça s'équilibre en fait. C'est-à-dire que comme il n'y a pas plus de, finalement nos dépenses se réduisent et que nos dépenses augmentent pas, il n'y a pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit en fait. Pour l'instant, il n'y a pas de frais non plus. C'est pas une crise financière, c'est une crise sanitaire. Donc c'est pas. Non, pour l'instant, non. Maintenant, il y a une question là, d'historien économiste, mais à laquelle je ne sais pas répondre. C'est est-ce que les banques pendant la guerre ont déposé le bilan? J'en sais rien du tout. C'est une bonne question, je ne le sais pas. Je sais pas répondre. C'est vrai que ça, ce que tu soulignes, c'est important parce qu'il y a beaucoup de Français qui se sont posé la question, qui se sont demandé pourquoi il avait répété autant de fois qu'on était en guerre. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer là, pour retrouver le même écosystème économique, enfin la même situation économique, c'est pendant les guerres en fait. Un arrêt comme ça aussi brutal, ça se retrouve pendant les guerres. On va finir pour la série de questions, en tout cas que moi je voulais en échange avec toi. Après, on prendra les questions de mon groupe privé et après, on prendra les questions qu'il y a dans le chat. Il y en a beaucoup. On va essayer de faire du mieux qu'on peut avec le temps qu'on a. Comment? J'aimerais bien les voir. J'arrive pas à choper ton truc. T'arrives pas à les choper? Bon, moi, tu vas Attends, je te pose la dernière question et tu vas les choper. Après on te laissera les récupérer. Est-ce que tu as peur, Olivier? Allez. Peur de quoi? Ah, j'en sais rien, de moi ou je sais pas. J'ai peur. Quand tu me parles, j'ai peur. Est-ce que tu as peur? Je sais pas. Alors, je pense qu'il y a déjà. La première question qui vient quand on se pose cette question-là, j'imagine, on a tous peur pour notre santé. Il y a des gens, quand même, moi je vois des gens sur Internet qui remettent en doute ce virus. Du coup, c'est une question à la con, mais est-ce que tu remets en doute, toi, ce qui se passe à l'extérieur ou pas du tout, quoi? C'est-à-dire, ce qui se passe à l'extérieur, je comprends pas. Le virus, le fait qu'on soit confiné. Moi, je vois sur Internet des théories, tu sais, complotistes, qu'il n'y a pas de virus, qu'en fait, il se passe rien. Toi, tu y crois, en tout cas. Tout ça, pour toi, c'est... Ah bon? Qu'il se passe rien? Ah ouais. Moi, dans mon entourage, j'ai un mec qui est mort. Ah bon, voilà. Écoute, c'est parfait. Non, mais moi, j'entends de tout. On voit de tout actuellement. C'est vrai que... Voilà, et est-ce que toi j'en ai un qui est décédé, j'ai un pote d'enfance à moi, bon, qui l'a eu, mais ok, il a eu un gros rhume, machin, c'est terminé, mais non, il est là, hein. J'ai pas de doute là-dessus. D'accord, et est-ce que tu as peur de la suite, c'est-à-dire est-ce que tu as peur que ça puisse, la situation s'aggraver encore plus que ce qu'elle est déjà? On peut se poser des questions, mais alors ça dépend du type d'aggravement. C'est-à-dire que sur moi où j'ai peur, c'est pour ma santé. Ok. Maintenant, je regardais un truc sur BFM. Surtout, faut pas regarder BFM si tu voulais avoir le moral. Faut pas regarder BFM. Je suis d'accord. Je regardais un truc sur BFM. Il y avait une mère, c'était une femme, qui disait que dans sa ville, c'était un peu le bordel, quoi. Les jeunes
reprenaient un peu la ville pour un terrain de jeu parce qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient et tout ça parce qu'il y avait personne pour les faire chier, quoi. Donc ça c'est le premier truc. Donc tu te dis ouais, t'as un peu peur des voyous. Ok. Le deuxième truc c'est il y en a qui meurent de faim, quoi. Ah oui, oui, oui. Il y en a qui meurent de faim. Moi j'ai un bon pote à moi. Il touche pas une thune en ce moment. Voilà, il touche pas un rond. Bon bah. Alors lui, il va pas descendre dans la rue pour aller braquer quelqu'un, il y a d'autres solutions. Mais il y en a, bah, ils crèvent la dalle. Il y en a qui sont dans l'embarras, là. C'est vrai que c'est. Il peut y avoir des pillages de magasins et tout ça. On l'a vu. Alors les exemples, on l'a pas vu vraiment en France, mais aux États-Unis, on a déjà entendu des trucs sur les gangs de Los Angeles, des pillages et tout ça. Ça peut arriver, je veux dire. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore dans ce type de scénario. Mais pour toi, si ça devait s'aggraver, ça serait dans ce sens-là que ça partirait. Non, enfin au niveau social. Je sais pas, au niveau de tes craintes, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression que tu sous-entends en disant ce que tu viens de dire. Ouais, ça pourrait être ça. Disons que c'est ce genre. J'ai pas dit que ça serait obligatoirement le prochain truc. C'est ce dont tu as peur. Mais c'est des choses comme ça qui seraient pas très sécurisantes, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc ça met une mauvaise ambiance, quoi. Ah bon, on est d'accord. C'est pas le climat de confiance idéal, on va dire, pour investir, parce qu'on est là pour ça. Du coup, je vais faire la transition avec les questions du groupe. Et comme tu as parlé de Los Angeles, c'est parfait. Il y a un membre du groupe, donc David, je crois, qui voulait savoir si tu investissais toujours à Miami dans un premier temps et à Dubaï dans un second temps. Dis-moi comment je me connecte à ton truc. Alors, je vais lui répondre. Non, mais tu le verras pas, ça c'est sur mon groupe, mais vas-y. Alors, va sur YouTube et sur ma chaîne, en fait. Mais je suis sur ta chaîne. Et ben là, tu dois voir notre live, normalement. Bah non, alors je suis mauvais, hein. Je sais pas comment ça marche. Donc quoi, dans les vidéos peut-être? Ouais, vidéo, tu devrais voir le dernier live, en fait. Ah ouais. Voilà, et là, voilà. Voilà. Je me vois. Voilà, là c'est bon, tu as le chat à droite avec toutes les questions. Mais là, d'abord, je te pose les questions de mon groupe privé. Donc là, la première, c'est celle-là. Est-ce que tu investis toujours à Miami et toujours à Dubaï? Non, aux États-Unis, je suis sorti, je sais plus, il y a 2 ans, je ne sais plus, il faut regarder mes vidéos. Non. Moi, j'avais profité de la crise des subprimes, j'avais acheté pas cher et je suis sorti, j'ai fait ma plus-value, j'ai encaissé mes loyers pendant tout le temps. Non, j'ai pas. États-Unis, c'est terminé. Dubaï, oui. Moi, le dernier que j'ai acheté, c'est juste avant le confinement. J'ai dû signer le 20 février, quelque chose comme ça. Je sais plus très bien. On est rentré en France et puis j'ai pas pu y retourner pour le moment. Voilà, pour l'étranger. Voilà, pour l'instant, je laisse venir. Je vais voir. J'ai un appartement à Dubaï, j'en avais un, je l'ai revendu, j'ai racheté celui-ci, et j'en ai un autre en cours, mais les mecs, ils ont du retard, ils vont avoir 2 ans de retard. Mais alors moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi? Alors les États-Unis, c'était de l'opportunité ou tu aurais pu continuer, tu vois? Pourquoi tu as quitté les États-Unis? Oh oui, c'était de l'opportunité. Je veux dire, la première raison, il y a 2 raisons. Dans quel ordre, je ne sais pas exactement. C'était l'opportunité, ça c'est évident, et la deuxième, ça m'amusait. Ah oui, d'accord. Con, hein. Mais c'est con, hein, comme truc. Hein. Ah ouais, ça fait bien dans les dîners. Bah ouais, j'ai 2 maisons à Miami. Et du coup, tu préférais les États-Unis ou Dubaï? Attends, je reformule. Pas en termes, on parle pas du pays là, hein. On parle en matière d'investissement. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dubaï, le problème, c'est que bon, j'ai commencé à Dubaï il y a 1 an et demi. Ça va faire 2 ans là, au mois de mai. Dans un mois, ça fera 2 ans. Donc j'ai fait des conneries. Ils n'ont pas eu trop d'impact, mais bon, j'ai découvert. Moi, le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui à Dubaï, n'achetez jamais sur plan. Parce que les mecs, ils vous le disent, qu'ils vous livrent au mois de juillet, mais ils ne disent pas quelle année, quoi. Tu vois. Oh putain, ah ouais, d'accord, je savais pas, non. Donc moi, sur mon premier investissement, ils ont eu que 8 mois de retard. Que 8 mois. Donc, on s'en est bien sorti. Là, donc, j'ai revendu. On peut vendre à Dubaï, comme aux États-Unis, on peut vendre avant d'être titré.
D'accord. Donc j'ai revendu et j'ai racheté tout de suite celui que j'ai au mois de février, celui dont je parlais. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a la vidéo. Comment dire, et tu vois, j'ai un autre en cours. Je suis en train de sortir, ça me gave parce qu'ils vont avoir 2 ans de retard. Ah ouais. Donc le plan, on oublie quoi. Ouais, non, oui, le plan, ouais. Acheter sur plan, oui. Mais voilà, acheter sur plan, on oublie quoi. C'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Ils te mentent, ils te racontent des bullshit. Je voulais acheter un autre truc. Le mec, ça m'intéressait parce qu'il faisait un plan de paiement, c'est-à-dire un plan de paiement sur 5 ans à partir de la livraison. Ouais, ça m'intéressait. Tu vois, tu lâchais pas grand-chose, tu lâchais que 20%. Ça coûtait combien? Ça coûtait à peu près 500 000 euros. J'arrondis, c'était un petit peu en dessous. Et tu payais sur 5 ans. Ouais, le mec il disait ouais, on livre au mois de mars. J'ai dit t'es sûr? Bon, déjà juste en parlant, là, à ce moment-là, j'étais à Paris. Bon non, ça va peut-être déraper sur juin-juillet. Ok, je vais voir le truc. Il se trouve que j'allais à Dubaï derrière. Je vois le truc. Oui. Jamais il livre dans 6 mois. Jamais. Eh ouais. C'est fou ça. Donc c'est du bullshit dans tous les sens. N'achetez jamais sur plan à Dubaï. Aujourd'hui, il ne faut pas acheter sur plan. D'accord. Toujours David te pose une question. Quand est-ce que tu sors ton prochain livre? J'en sais rien. Bon ben voilà. Il avait ça à te demander. Ensuite, Julien voulait savoir si tu t'étais spécialisé dans un domaine précis par rapport à l'immobilier, donc meublé, division, appartement, maison, etc. Non, alors, moi, ma stratégie immobilière est en train d'être changée. Mais ça n'a rien à voir avec la crise. C'est que je suis en pleine séparation avec ma femme. Tout l'immobilier locatif que j'ai, je lui donne. Pourquoi? Parce que, je vous raconte ma vie, mais moi, j'ai fait de l'immobilier locatif parce que c'est ma femme qui voulait le faire. Elle dit, ouais, on assure la retraite, on aura des loyers, machin et tout. Je lui dis, ok, si tu veux. Moi, j'allais dire mon ADN, c'est pas mon ADN, mais ma prédisposition, c'est plutôt d'acheter un truc, de le valoriser, de le revendre, prendre mon pognon et de me casser. Donc là, je le faisais, mais maintenant, je lui donne tout et je reviens à mes premiers amours, c'est-à-dire j'achète, je retape, je revends. Enfin, je fais de la plus-value. Ça m'intéresse pas, sinon. Mais encore une fois, j'ai fait avant. Donc, dire ce que j'étais spécialisé en bonnes affaires, on va dire. Voilà, dans le sens où je faisais ce qui rapportait. J'ai des produits qui sont des divisions, j'ai des produits simples, j'ai un peu de tout. Mais j'ai pas d'affinité particulière. J'avais une question dans le groupe privé qui voulait savoir la répartition de ton immobilier dans ton patrimoine. Et du coup, ça répond plus ou moins avec ça à la question. Sauf si tu as quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire. Il y avait aussi une autre question que je trouvais intéressante. C'était toujours Julien qui voulait connaître ta stratégie de départ quand tu t'es lancé dans l'immobilier. Pour être très honnête, j'en avais pas. Je découvrais. On me disait, il faut, quand tu investis, c'est bien d'investir dans l'immobilier. Je le savais comme tout le monde. J'avais pas de stratégie particulière. Je l'ai fait parce que, bonjour. C'est Emmanuel. Ah, tu lui diras bonjour. Tu l'as fait parce que... J'avais pas de stratégie particulière. C'est au fur et à mesure, j'ai été obligé, si tu veux, d'affiner les stratégies. Pourquoi? Parce que quand tu en achètes un, c'est facile. C'est comme j'aime bien dire, hein, tu trouves un appartement qui t'intéresse, tu vas voir la banque, on te file le fric, tu vas chez le notaire, on te donne les clés, t'es propriétaire. Mais ça garantira jamais que tu vas gagner du fric. Bon, et généralement, ça t'en coûte. Et puis, j'ai acheté un premier, j'ai acheté un deuxième, j'ai acheté un troisième. Et puis, au bout du 4e, 5e, je crois, la banque qui commence à me casser les bonbons. Donc, non, vous avez un peu trop de crédit, machin, on prend trop de risques sur votre tête, allez voir une autre banque. Mais
Il me le disait très cordialement. Hein. C'est même pas. Je m'entendais bien avec le gars, mon gestionnaire de compte. Et donc, j'étais obligé d'affiner mes stratégies et de dire ah, Olivier, si tu veux aller plus loin, va falloir faire ça d'une manière un peu plus élaborée, un peu plus intelligente, construire, voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment tu vas le faire, acheter, revendre, faire ci, faire ça, quel type de produit. Donc j'ai fait de l'arbitrage, j'ai viré les moins rentables, j'ai gardé les plus rentables. Voilà, grosso modo. Mais quand j'ai démarré... Je vais forcément dans ton sens parce que je pense que Julien ne le savait pas, mais c'est aujourd'hui en fait avec tout ce qui se passe, on revient un peu au début de la vidéo, c'est-à-dire avec les communications qu'il peut y avoir au travers de l'information qui circule, qu'on pense tout de suite à la stratégie, mais toi encore plus que moi-même, je crois que j'ai commencé, moi quand j'ai commencé l'immobilier c'était en 2003, donc toi ça faisait plus longtemps que moi, mais sur Internet il n'y avait rien de tout ça, enfin, je sais pas, je crois que tu as commencé en 2006, non? Je dis une bêtise? Pour l'immobilier, ouais, c'est ça, mon bouquin, c'est 2006. Il me semble, parce que moi je sais qu'à l'époque, bon, j'avais pas Internet aussi, ça joue peut-être, mais il n'y avait pas d'information. Et du coup, ce que tu dis, je l'ai vécu pareil, c'est-à-dire quand j'ai commencé, t'as personne en fait. Tu poses des questions à droite, à gauche, comme tu dis, dès que tu es bloqué, tu essayes de te débloquer. Et la stratégie, finalement, tu la construis après coup. Et c'est exactement, je trouve que c'est le cursus, en tout cas, que moi j'ai vécu aussi au travers de ce que tu es en train de dire, quoi. On va prendre des questions maintenant, du coup, du chat, parce qu'on a fini la première partie. Alors je vais, avant qu'on les prenne, une petite seconde, hein. Donc on va prendre les questions telles qu'on peut jusqu'à 18h30 à peu près. Si vous êtes sur Instagram, Facebook, rejoignez-nous sur YouTube pour pouvoir voir Olivier. On ne le voit pas sur les autres plateformes. Avec l'accent, hein, Olivier, ça fait un peu le sud comme ça, tu vois. Ça te fait un peu. Et moi, j'ai l'accent parisien. Un petit. Non, ben moi, ma femme est parisienne, donc je fais pas la différence. Non, c'est pas grave, tu dis que j'ai un accent parisien, je me fous. Oh non, ça va mal finir dans ce live, Olivier. Non. Dis-moi. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Rudy demande les taux d'emprunt remontent actuellement et Midjou lui répond quel impact sur les villes de province où il y a eu des bulles à cause des taux d'emprunt très bas. Ok. Alors je sais pas si je vais la répéter la question pour que tout le monde l'entende. Ouais, parce que je t'entends pas très bien. Ouais. Donc la question c'est qu'en fait il y a eu les taux d'emprunt remontent là et quel sera l'impact sur les villes de province où il y a eu des bulles par rapport à la baisse des taux. Alors moi j'ai aussi un avis, je vais quand même aussi répondre. L'augmentation des taux aujourd'hui, elle est minime. On voit du 0,3, 0,4% en plus. Ça n'a pas d'impact encore. Il faudrait que ça double, ça triple. D'un point de vue mathématique, il suffirait de faire une simulation. Je suis certain qu'il doit y avoir la mensualité, il doit y avoir, je sais pas, il doit y avoir 10 € sur la mensualité, j'en sais rien. Donc c'est pas significatif. À l'heure actuelle, c'est pas significatif. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai aussi autre chose à dire, c'est que pour ce phénomène de bulle, je pense qu'il est très, il va être très. L'immobilier, c'est des micro-marchés. Donc encore une fois, effectivement, tu peux avoir une bulle à un endroit très précis, très localisé, et pour autant ne pas être autant touché que ça, très proche de la zone où elle existe. Donc après, honnêtement, moi, en tout cas par rapport à mon marché, j'ai des doutes qu'on puisse parler réellement de bulles. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment personnel. Je dis pas qu'il n'y a pas des endroits où c'est monté très haut, mais j'ai pas la sensation qu'il y ait une bulle. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Dis-moi une autre question. Ensuite, Lucas, il vaut mieux un bien qui soit soldé plutôt que deux crédits qui laissent une faible rentabilité. Oui. Alors, question, est-ce qu'il vaut mieux un bien qui soit soldé ou deux crédits qui laissent une faible rentabilité? Alors ça, c'est très... Ça dépend de l'objectif. Si c'est soldé, ça permet de générer une plus-value. Donc, si on veut sortir rapidement et générer la plus-value, vaut mieux prendre un truc soldé. Parce que c'est pas parce que c'est soldé que c'est obligatoirement rentable en mettant en location. Par exemple, tu prends à Paris, tu vas vu le prix du mètre carré, même si tu achètes, à Paris, si tu arrives à acheter 20% en dessous du prix du marché, c'est soldé. Mais tu vas avoir quoi? Dans le meilleur des cas, tu as 3% de rentabilité sur Paris. Donc, si tu arrives à acheter 20% de moins, ça veut dire que tu as 20% en plus sur les 3%. Donc, c'est 20% de 3%. Ça veut dire 3,6% de rentabilité.
s'en fout, quoi. Ouais. Et après, pour le coup, quand même, à Paris, l'avantage, c'est la liquidité. Si tu es bien placé, Tu rentres, tu sors voilà, beaucoup plus tu facilement. vois, c'est beaucoup plus fluide que. Je crois que vraiment, en tout cas, aussi, j'ajouterais ça dans la réponse, ça va dépendre aussi où tu achètes. Parce que si c'est comme. Enfin, je rejoins Olivier, surtout en période de crise, il faut pouvoir sortir rapidement. Donc, du coup, ça va dépendre de là où tu achètes. Vas-y. Pour le marché de la location courte durée, donc Inception dit qu'il pense qu'il va y avoir la pagaille parce qu'à New York, par exemple, Airbnb n'existe plus, c'est interdit. Ah oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas abordé ce sujet. Donc, il y a un internaute qui nous dit que pour lui, la location saisonnière va être très impactée parce qu'il a pris l'exemple de New York où Airbnb n'existe plus actuellement. Et donc, il dit que si ça venait à enfin, je pense qu'il sous-entend ça, si ça se répandait de manière généralisée, ça pourrait effectivement impacter la location saisonnière. Oui, bon, ni toi ni moi, nous sommes très impactés par le saisonnier. Non, c'est même pas ça que je veux dire. Mais c'est facile de faire des suppositions parce que c'est en faisant des suppositions, tu sais, on dit toujours si on pourrait avec des si on pourrait mettre Paris en bouteille, ici, mais je sais pas répondre. Moi. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer ou qui va pas se passer. À Paris, ils l'ont pas interdit. New York. Soi-disant, c'est interdit, même à Paris. Non, je dis, Paris, ils l'ont pas interdit. Ils font tout pour empêcher. Mais je peux te dire que moi, dans l'immeuble où je suis, tu vois, dans la cage d'escalier où je suis, il y a 5 appartements. Il y en a 2 en Airbnb. Hein. Mais c'est marrant parce que Donc, en même temps que je t'écoute, je suis en train de regarder parce que j'ai un copain qui est allé à un Airbnb à New York il n'y a pas longtemps. Mais oui, mais à Londres, c'est interdit, c'est pas pour ça qu'il y en a pas. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est officiellement interdit, mais c'est pas pour ça qu'il y en a pas. Après, moi, j'aimerais dire quand même une chose à tous ceux qui nous écoutent. Il faut quand même savoir une chose. Alors là, Olivier, je pense que tu es la personne idéale pour que je dise ça. C'est qu'en fait, tous les gens qui ne passent pas à l'action, en fait, ils perdent de l'argent. Plus tu réfléchis, moins tu agis, et plus ceux qui réfléchissent pas, alors attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je vous dis pas d'agir bêtement, mais plus ceux qui sont capables de passer à l'action gagnent de l'argent. Je vais te donner la parole juste de terminer. Moi, je fais de l'immobilier depuis 2003, depuis tout le temps. Enfin, moi, je suis né dans la crise. Hein. Dans les années 80, c'était déjà la crise. Depuis que je suis gamin, c'est la crise. Donc finalement, nous, on a acheté de l'immobilier, c'était la crise. Je continue d'acheter. Et alors, j'ose même pas imaginer, toi, Olivier, tu as dû voir ça toute ta vie, des gens qui finalement réfléchissent. Toi, tu agis pendant ce temps, comme tu dis, voilà, toi, ton truc, c'est d'acheter et de revendre. Ben, tu as fait 100 fois des affaires qu'eux, ils n'ont encore rien fait, quoi. C'est évident. Et des bonnes affaires, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Mais il y en a qui, en réalité, ils n'achètent pas parce qu'ils ont peur. Ils parlent, ils se cherchent des bonnes raisons pour se justifier de ne pas faire les choses. C'est comme ça. Bon, il y a tellement de façons de gagner de l'argent dans l'immobilier, même sans faire de plus-value, tu peux gagner de l'argent. C'est vrai. Il y a tellement de façons de faire, mais c'est toujours le problème. Alors là, on va mettre la dualité. Ah ouais, les mecs, ils vendent des formations, ils gagnent du fric avec ça. Alors moi, je vous le dis, je vous le répète, et j'ai pas honte de ça. Je gagne du fric avec mes formations. Et ce que je dis tout le temps, si je pouvais pas en gagner, je ne le ferais pas. Voilà. Bon, là-dessus, c'est une chose. Deuxièmement, moi, je gagne du fric aussi avec l'immobilier. Je vais raconter une histoire. En 2011, je suis tombé très gravement malade. Je ne pouvais plus faire de séminaire, je pouvais plus rien faire. J'étais au lit pendant 1 an. Je peux dire ce que j'avais. Hein. J'avais une hépatite C, j'ai été soigné pour ça. J'ai eu un traitement qui m'a dégommé. J'ai gagné ma vie uniquement avec l'immobilier. J'avais mes loyers. J'ai fait même un achat-revente, je me rappelle, sur un truc qu'on était en train de retaper. J'ai gagné du fric qu'avec ça. Donc moi, je gagne des deux côtés. Bon, voilà. Où est-ce que je voulais en venir? Où est-ce que j'avais démarré? Non, mais moi, je vais rebondir parce que je trouve que c'est très intéressant. Oui, les bonnes affaires. Vas-y. Donc, je dis des bonnes affaires, il y en a tout le temps. Ouais. Donc, ceux qui veulent se trouver des bonnes raisons de ne pas faire les choses, bah, ils se trouveront toujours quelque chose. Toujours. Mais j'en connais plein, et même qui sont proches de moi. Les mecs, ils voient ce que je fais tous les jours, que je connais depuis 30 ans. Ils n'ont pas bougé une oreille. Bon, tant pis pour eux. Hein. Mais ça, tu sais, on a tous dans le même bateau. Hein. Moi, j'ai aussi je vois des membres très proches de ma famille qui voient ce que je fais et ils se posent pas de questions, quoi. Enfin, si, des fois,
mais ça vient comme c'est parti, quoi, ou ça part comme c'est venu. Enfin, j'en sais rien, mais tu vois, c'est très Ouais. court, quoi. C'est pas. Allez, on va prendre une autre question parce que j'allais rebondir, mais sinon on va pas pouvoir. Vas-y. Alors aujourd'hui, Olivier, est-ce que vous achetez cash? Aujourd'hui, ah ouais, alors ça c'est une bonne question. Ça. Aujourd'hui, Olivier, est-ce que vous, Ouais. alors aujourd'hui, Olivier, est-ce que tu achètes cash? Moi aussi, je vais répondre à cette question. Ouais, moi j'achète cash. Ouais. Je fais pas de crédit, j'achète cash. Alors, moi, je vais répondre. Moi aussi, j'achète cash, mais après, ça va dépendre de sur quoi je tombe et de l'objectif que j'ai avec. Après, on a des situations différentes. Je suis d'accord avec toi. Alors, je vais y répondre d'une manière. Je Désolé. suis d'accord avec toi parce qu'en réalité, pour l'instant, là, 2020, il y a peu de chances que je fasse des opérations. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis en plein séparation qui va se terminer par un divorce. Donc, je m'engage pas trop à Ouais. acheter d'autres choses. Bon. Pardon. Mais déjà avant, alors j'habitais en Suisse il y a encore quelques mois. En Suisse, j'avais intérêt à faire du prêt. Pourquoi? Parce qu'on mettait 20% sur la table, la banque nous prêtait 80% et elle nous le faisait payer en crédit in fine. Donc, je payais que des intérêts. Donc là, j'avais complètement intérêt à faire du crédit. Je vais vous donner la dernière opération que j'ai faite en Suisse. C'est un bien qui coûtait 600 000. J'ai mis 120 000 sur la table. C'était 580 000 pour être très exact, avec les frais de notaire compris. On va dire 600 000, je vais simplifier. Donc j'ai mis 120 000. Je vous donne tous les chiffres. J'ai donné 200 000. J'ai payé plus que ça. J'ai emprunté 400 000. Et sur ces 400 000, à 1%, peut-être, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc, ce qui me faisait payer 4 000 par an d'une mensualité, soit 333 francs suisses ou euros, ça n'a aucune importance, c'est à peu près la même chose en ce moment, par mois. Donc, 333, et j'ai un loyer de 2 000. Je veux dire, ça prend toute son évidence. Pourquoi j'avais pas intérêt à faire. Voilà. Sur des biens, en France, en revanche, au lieu de faire du crédit amortissable, les trucs, moi j'achète cash. Je fais pas de crédit. Je vais pas faire d'amortissement, traîner ça, et pas m'emmerder. J'ai pas envie. C'est pas les mêmes prix aussi en France. Enfin, ça dépend où après, selon où tu achètes, mais c'est pas le même tarif. Ça c'est clair. Mais bon, même l'autre appartement que j'ai payé 600 000 balles, j'aurais pu le payer. Mais ça dépend de ce que je voulais, de ce que tu veux faire, comment. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, si vous vous rappelez, moi, ce que j'aime bien faire plutôt dans l'immobilier, c'est acheter, revaloriser et revendre pour encaisser le cash. Et j'ai pas envie de garder. Si j'ai fait jusqu'à aujourd'hui tous les appartements que j'ai en location, je l'ai fait pour mon ex-femme, j'espère qu'elle va pas entendre la vidéo. Ma future ex-femme, et je lui ai donné tous les trucs en immobilier, ça lui fait son revenu, ça lui assure sa retraite, moi j'en ai rien à tirer. Donc il est clair qu'en revanche, quand je vais revenir maintenant à mes achats-reventes, oui, ce que je vais faire mon achat, je vais aller le faire financer par une banque, je vais prendre, allez, ils vont me taxer 1% d'intérêt, j'en sais rien, sur une opération allez, mettons 1 million. Je mets un montant, 1 million, ça va me coûter 10 000 euros d'intérêt, je vais faire une plus-value, je sais pas, de 150 000, je vais enlever ça, ça va me rester 140 000, je paierai un peu d'impôts, et puis voilà. Moi, je préfère. Donc là, oui, je vais faire du crédit. Mais par exemple, tu vois, à Dubaï, j'ai pas fait 1 centime de crédit, j'ai acheté au comptant, puisque c'est une résidence secondaire pour moi. Voilà. Ils prêtent, je connais pas trop le marché dubaïote, ils prêtent à l'étranger ou il faut que tu achètes cash en tant qu'étranger? Comment ça se passe? Parce que tu sais, tu as des pays où tu dois payer cash en fonction des pays. Il y a des prêts là-bas? Non, oui, bien sûr. Ça dépend de la taille du constructeur, du promoteur. Ah, d'accord. Tu as des promoteurs qui te disent, attendez, si je peux vous donner déjà l'accord de la banque. Le mec, il me disait, je peux vous dire, voilà, il faudra, suivant les cas, mettre 50%, vous mettez 50%, je vous aurai les autres 50%. Il y a des plans de paiement, j'en ai parlé tout à l'heure, où ils t'étalent la dette, ils peuvent t'étaler, j'ai vu jusqu'à 15 ans, mais c'est très très rare. En 5-7 ans, on en trouve régulièrement. Bon, voilà, ça fonctionne. Mais j'ai pas envie de me faire chier avec des crédits. Oui. Je vais faire un crédit, je vais me faire prêter par la banque si je veux faire un achat-revente pour pas immobiliser mon cash, des trucs comme ça. D'accord. Vas-y, une autre question. Alors, en 2020, Julien
de 2 ans, il faudra faire de gros travaux pour obtenir 2 ans. Ah oui, les reports de prêt, oui, bon, non, une autre question. Elle est un peu technique celle-là. On est quand même, le but c'est de passer une bonne soirée. On va pas non plus répondre à des trucs. Alors la dette, Noureddin nous dit, la dette m'a permis d'acheter plusieurs lots. Utiliser l'effet levier, est-ce la bonne formule? Ah ouais, voilà. Alors bon, ça fait réagir là. Tu sais, le fait qu'on parle de la dette. Donc il y a une personne qui nous dit que grâce à la dette, elle a réussi à acheter plusieurs lots, qu'elle a réussi à avoir un effet de levier. Pour elle, ça a été la bonne formule. Et elle demande si c'est la bonne formule toujours, ou s'il faut, par rapport à ce qu'on est en train de dire, ou est-ce qu'il faut arrêter de faire des. On n'a pas forcément le choix, tout le monde ne peut pas acheter cash, mais est-ce que c'est la bonne formule? Comment faire autrement? Je pense que c'est un petit peu ça aussi qu'elle veut dire, mais bon. Ça se résume à une chose. Est-ce que vous voulez être endetté pendant 20 ans? Après, je pense qu'il faut modérer aussi nos propos, c'est-à-dire qu'on l'a quand même dit tous les deux. L'idée, c'est, on n'a pas dit qu'il fallait pas s'endetter, on a quand même dit on s'endette et après on se désendette pour après se réendetter. C'est une espèce de cercle en fait, c'est une circulation qu'il faut faire et qui doit permettre d'arriver au résultat qu'on a envie d'atteindre. La dette est potentiellement un danger. Donc, ça vous sert à vous enrichir, à démarrer pour vous enrichir, mais vous enrichirez quand vous vous serez débarrassé de vos dettes. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Le mec, il me dit « Ah ouais, j'ai 1 million de patrimoine, j'ai essayé d'emprunter 150 000 balles à la banque, j'en sais rien, 200 000, ils veulent pas. » Je lui dis « Si tu as 1 million de patrimoine et la banque ne veut pas te prêter, ça veut dire que c'est des charlots, ils comprennent rien. » Alors c'était avant le confinement, hein, tout ça. C'était en situation normale. Le mec, je lui dis, donc ça veut dire quoi? T'as combien de crédits en face? Il me dit, j'ai 1 million en face. Donc je lui dis, t'as 0, t'as que dalle. Donc les mecs, je veux dire, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que l'investissement, il a grossi grâce à nos vidéos et tout ça? Je te dis oui. Et les conneries, elles ont grossi grâce aux vidéos. Hein. Moi, je vois le nombre de mecs qui font n'importe quoi, tant pis pour leur gueule. Hein. Je veux dire, les mecs, bien sûr, ah ouais, mais vous vendez des formations, machin et tout. Eh ben, si tu sais faire, démerde-toi, mais c'est tout. C'est comme si nous, on sortait de nulle part et qu'on n'avait rien fait. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des opportunistes, mais je veux dire, toi, ça fait 15 ans que tu es là-dedans, 17 ans, moi, un petit peu plus parce que je suis plus vieux, mais... beaucoup plus, le double. Je dis ça, c'est pas pour t'embêter. Hein. Mais moi, ça me fait chier. Oui, je sais, mais ça... Mais après, je crois qu'aussi, il faut quand même... comment dire ? Il y a aussi la responsabilité d'un côté, mais il y a la responsabilité aussi de l'autre côté. Aujourd'hui, il y a quand même des outils pour que tout un chacun se renseigne. Donc, je pense aussi à Internet. Il y a aussi aux personnes de se renseigner pour pas tomber sur des fanjos, quoi. Enfin, moi, je dis ça. Il y a aussi une responsabilité de l'acquéreur, quoi. La dernière fois, j'entendais quelqu'un, d'ailleurs, c'est un membre de mon groupe, je crois, qui m'a dit ça. Ça m'a beaucoup fait sourire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des vendeurs de rêves. Et il a dit, mais on oublie de parler des acheteurs de rêves. Mais c'est aussi la vérité, ce qu'il a dit. Non, mais c'est vrai, on parle toujours que d'un côté, mais il y a quand même une clientèle. C'est très bon. Ah oui, j'ai trouvé ça génial. Excellent, oui, c'est vraiment très. Donc, c'est facile de dire que c'est toujours la faute de ceux qui proposent. Il y a aussi quand même des gens qui payent pour ça. Donc, bref, moi j'avais quelque chose que je voulais te dire qui m'est sorti de la tête, ça m'énerve, ça me revient pas. Vas-y, pose-moi une autre question, ça m'énerve. Ah oui, ça c'est intéressant. Est-ce que ton parc, alors quelqu'un qui demande si ton parc immobilier était en gestion ou si tu gérais toi-même? Je gère rien du tout. Donc tout était en gestion? Ah, tout. Depuis le premier appartement que j'ai acheté, je ne veux pas m'occuper de ça. Je préfère payer un mec, je préfère utiliser mon temps pour vivre, m'éclater, faire du sport, aller au cinéma, plutôt que gérer les emmerdes. Alors ça, moi, je peux faire un retour sur le sujet. C'est une grosse erreur. Alors, erreur, oui et non, parce que je suis quelqu'un qui prône assez le fait de déléguer ce qu'on sait faire. Après, je pense que là-dessus, on n'est peut-être pas d'accord. Mais aujourd'hui, je reconnais que c'est une erreur. J'ai géré pendant 10 ans, moi, personnellement, mes lots. Et aujourd'hui, je peux plus le faire, en fait. Ça devient insupportable. D'ailleurs, j'en profite, Olivier, c'est pas pour toi, mais je le dis à ma communauté, mon impayé, c'est résolu.
Mais j'ai dû m'en occuper, mais ça m'a pesé. Ça s'est réglé aujourd'hui. Mais c'est pour dire que c'est une erreur et que c'est toi qui as raison sur ce coup-là parce que j'aurais dû plutôt déléguer cette partie. C'est de l'humain et c'est usant. Enfin, moi, ça m'a usé. Je suis usé. Bon, faut compléter quand même. C'est-à-dire que vous devez faire un choix. Soit vous gérez les locataires, soit vous gérez l'agence. Tu es obligé de gérer l'agence. T'es obligé de gérer l'agence. Nous, on a solutionné, on crée notre agence. Voilà. Comme ça, on a réglé le problème. Ça sera notre politique. Dis-moi. Patrick demande, Olivier, quand comptes-tu reprendre tes formations et tes séminaires? Alors bon, je pose la question, mais je crois que tu n'as pas arrêté. Quand comptes-tu, Olivier, reprendre tes formations et tes séminaires? Mais je crois que tu n'as pas arrêté. J'ai pas arrêté. Ce séminaire, bon, pour l'instant, il y en a un après-demain. J'y suis, je serai au premier rang. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de le reporter. Je sais pas pourquoi. T'as eu un mot du président, il t'a écrit personnellement, il t'a dit monsieur, vous pouvez pas continuer. Mais les formations en ligne, elles sont toujours là, tous les jours. Hein. Ouais. Une autre question? Il y a Rudy Giraud qui propose à Olivier de lui envoyer son RIB s'il veut dépenser du fric. Bon, c'est de l'humour. Hein. Rudy fait partie de la communauté. Il m'a dit que si tu voulais, il avait un RIB pour toi, pour que tu aies des dépenses mensuelles. Mais Olivier, tu as quand même dit quelque chose. Moi, je vais répondre. Rudy, tu as dit qu'il aimait bien avoir quelque chose en retour, de la valeur. Un RIB contre rien, c'est un Ponzi. Hein. Il sait voir la différence. Très beau son RIB. Le RIB est très beau, ça doit être ça. Il y a un truc dessus. D'ailleurs, tiens, j'ai quelque chose à te demander par rapport à ça, parce que toi, tu as dû en voir des choses comme ça. Tu sais, tous ces Ponzi qui se créent. Là, moi, il n'y a pas longtemps, on m'a parlé d'un Ponzi autour d'une crypto-monnaie. Bon, moi, je les écarte rapidement, ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que tu aurais… Ça m'évoque ça, là, on en rigole, mais il y a des gens qui se font encore avoir. Est-ce que tu as un truc pour faire la différence? Et ça va même s'étendre au mec du web, pour faire la différence entre un gars avec qui tu peux avoir confiance. Comment toi tu fais confiance à un mec et comment tu fais pas confiance à un mec? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'appuies? C'est un peu large comme truc, hein. Faudrait un peu serré. En gros, regarde, on va serrer sur le fait de dire, par exemple, si tu devais demain prendre un programme, quels seraient les critères qui te feraient prendre un programme chez quelqu'un? Tu comprends? Un programme de quoi? Un programme de formation en ligne, j'en sais rien. Quel serait un déclencheur? Je pense qu'il faut que le sujet m'intéresse. Oui, ça, c'est le premier truc. Ok, mais ça, d'accord, c'est une évidence. Mais qu'est-ce qui va faire déclencher? Le deuxième, c'est la compétence. Enfin, ce qui va. Tu sais, je suis parfaitement conscient d'une chose. Et je vais répondre autrement, et ça peut être ma réponse. Que lorsque je vends mes formations, et c'est la même chose pour toi, on vend sa gueule. On vend sa gueule. Je sais que je vends ma gueule. On fait ce qu'on appelle du personal branding. Je le sais pertinemment. Donc il y en a qui vont aimer ma tronche, il y en a qui vont pas l'aimer. Bon, c'est le jeu, donc ils m'aiment pas, ils vont pas commander. Ou alors s'ils commandent, généralement ils me cassent les bonbons derrière volontairement. Ils se vengent d'avoir été contraints, qu'ils se sont contraints de l'acheter. Bon, mais c'est un peu pareil. Après, quand tu connais pas les mecs, c'est difficile, quoi. Bon, déjà, tu peux voir. Bon, premièrement, je crois qu'il faut pas écouter tout ce qu'on raconte sur les conneries. Tu sais, tu tapes avis, formation, machin, toutes les conneries que tu peux tomber, sur lesquelles tu peux tomber. Généralement, les mecs, ceux qui mettent des avis, c'est ceux qui sont pas venus aux formations, donc qui les ont jamais achetés. Ils ont beaucoup d'avis. Après, je dois reconnaître, c'est du ressenti. Bien sûr, tu vas regarder à droite, à gauche. Si tu as exploré, tu connais un petit peu le sujet. Tu vois, par exemple, ça date d'aujourd'hui. Il y a une formation sur la pub, réseaux sociaux, Facebook, qu'on projette d'acheter. Je sais pas, peut-être mon équipe l'a acheté tout à l'heure. Bon, le mec, tu sentais qu'il te racontait pas des conneries. Alors, on a quand même un peu d'expérience là-dessus. Et puis tu te dis, ah bah oui, le mec, il est pas mauvais parce que des choses, t'as pas pensé. Ah bah oui, il y a ça.
Oui, d'accord. Non, Tu te fies quand même, tu vas t'attacher au discours. Et est-ce que ça, tu le reportes sur d'autres éléments? Parce que tout à l'heure, je te parlais de Ponzi, c'est pas innocent. En période de crise, moi, je vois émerger. Là, je pense, demain, on a quelqu'un qui vient pour les crypto-monnaies. Et là, je vois des crypto-monnaies sortir. Et j'en ai parlé avec lui. Et il m'a dit, mais cette crypto-monnaie, elle est basée sur rien. En fait, c'est une arnaque parce que les gens, en ce moment, ils sont dans ce truc de vouloir mettre leur argent ailleurs que dans les banques. Bon, bref. Et ça m'a tué parce qu'il m'a dit, les gars qui montent cette arnaque, finalement, il y a quelques années en arrière, si tu les avais suivis, lui apparemment les connaissait, ils étaient dans un autre, enfin rien à voir, tu vois, genre ils vendaient de la crème, quoi, tu vois. Et aujourd'hui ils te vendent de la, et en fait, je t'oriente un peu sur ce chemin-là parce qu'aujourd'hui en temps de crise, comme tu disais tout à l'heure, on va s'orienter vers nos besoins primaires. Et d'ailleurs, je vais faire un peu l'apologie des formations, mais moi je le vois dans les gens qui me posent des questions, les gens s'affolent pendant la crise, c'est-à-dire que les gens s'affolent alors qu'ils sont en crise, alors qu'ils devraient, comme je leur dis, moi quand on me pose des questions du genre j'ai de l'argent, je suis stressé, je dis mais si tu te poses la question quand c'est trop tard, ça veut dire que tu t'es pas bien renseigné en fait, normalement tu dois être préparé. Et comment toi tu arrives à, parce que tu as quand même de l'expérience, comme tu disais tout à l'heure, ça fait longtemps, les mecs tu dois les voir arriver à des kilomètres, est-ce que tu aurais un petit truc à nous donner pour, tu vois, autre que la gueule quoi, parce que bon la gueule c'est un peu compliqué alors, quoi. Moi, alors il y a un truc déjà. Je regarde depuis combien de temps le mec il est dans le business, quoi. D'accord. Tu vois, je vais te raconter une anecdote qui a rien à voir. J'ai une personne que je connais qui fait de la domiciliation d'entreprise. Elle a une entreprise donc elle domicilie les entreprises. Vous avez besoin d'établir votre siège social, tout ça. Et elle m'a dit, moi j'ai explosé, mes ventes ont explosé le jour où j'ai mis existe depuis 1960, ah, oui. Tu vois, machin. Depuis 50 ans, je crois que c'était. Alors que je trouvais ça hyper ringard. Tu vois, je trouvais, oh non, ça fait ringard. Et puis en fin de compte, quand tu regardes, bah oui, c'est vrai que si les mecs sont là depuis 50 ans dans le même business, c'est que oui. Ça rassure, quoi, quand même. Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que. Voilà. D'ailleurs, je vais appuyer ce que tu dis parce qu'en immobilier, les mecs, ils tiennent pas 10 ans. Je te parle des agents immobiliers, je te parle de tous les mecs du métier de l'immobilier. Moi, je les vois circuler. C'est méchant parce que, je veux pas les attaquer en disant ça, mais tu vois que c'est des métiers qui sont difficiles. En plus, dans l'immobilier, il y a pas beaucoup de fixes. En fait, en réalité, tu es beaucoup à la com. Et malheureusement, tu te rends compte que pour 10 agents immobiliers, tu en as 2 qui en vivent bien et les 8 autres, ils rêvent de bien en vivre comme les 2 qui vivent comme des pachas, quoi. Et malheureusement, c'est compliqué. Est-ce qu'on a d'autres questions? Mais je vais terminer si tu veux. Vas-y. Je vais t'expliquer comment. Attends, vas-y. Je vais t'expliquer sur Internet comment tu te fais baiser. Alors vas-y, dis-moi, ça m'intéresse. Donc sur les formations, je vais parler des formations immobilières puisque c'est un domaine que je connais. Le problème, c'est que avec Internet, il suffit de faire une vidéo pour dire je suis et tu deviens. Mais fais attention, Olivier, tu vas mettre la pièce. L'émission va finir très tard là. Ouais, mais c'est pas grave, je m'en fous. Mais quand tu vois des mecs, là c'est du bon sens. Quand tu vois des mecs de 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans qui te font des vidéos sur Internet qui disent moi j'ai acheté 500 000 euros d'immobilier. 100 000 euros, j'ai un patrimoine de 500 000 ou 100 000 euros, le mec il a 25 ans, je veux dire c'est prendre les gens pour des cons. Pour une bonne et simple raison. Mettons qu'il a acheté 500 000 balles, mettons. Mais à 25 ans, je veux dire, ça veut dire qu'il a 500 000 balles de crédit en face, il n'a pas eu le temps de le rembourser. Donc, valeur zéro. Mais les mecs ils vont te dire, ah bah oui j'en ai pour 1 million. Bah, t'as 1 million de quoi? T'as 1 million de dettes, oui, c'est la seule chose que tu as. Donc là, les mecs, ils se font baiser. Nous, moi, mon témoignage va aller dans le sens que tu dis. Nous, pour qu'on en vive correctement que de l'immobilier, je précise, parce que nous, pendant longtemps, on n'a vraiment eu que ça, et l'imprimerie qu'on avait à côté générait pas assez de revenus pour peser par rapport à l'immobilier. Il nous a fallu 10 ans. On a vu une vraie cassure, tu sais. Les 10 ans, ça a été comme si c'était un truc qui nous tombait sur la tête. Tu vois, ça, moi, j'ai vu une vraie différence, en tout cas, quand on a passé la barre des 10 ans, quoi, voilà. Alors 10 ans, ça peut ne pas faire rêver, hein, mais enfin, selon l'âge à laquelle tu commences, moi j'ai la chance d'avoir commencé à 23 ans, ça fait pas si... Tu vois, finalement, quand tu commences jeune, ça te permet d'avoir quand même, comme tu dis, du recul et voilà. Vas-y, dis-moi là. Une super Chine demande aux USA
il n'y a jamais eu autant de chômage et les impayés explosent. Est-ce que ça va impacter la France? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, ça, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui demande, tu sais, aux USA, et c'est vrai qu'il y a énormément de chômage, il n'y en a jamais eu autant. Donc, il y a des impayés, etc. Est-ce que tu penses que la crise économique, si elle est de très grande ampleur aux États-Unis, ça va impacter la France? On peut le penser. On peut le penser, puisque c'est la première économie mondiale, donc automatiquement, il y a des échanges qui se font entre les États-Unis, et les États-Unis importent, ne serait-ce parlons de la France, les États-Unis, suivant l'humeur de Trump, ils importent du vin, des produits de luxe, des produits français et tout ça. S'il n'y a personne en face pour les acheter, oui, automatiquement, il y a du chômage qui se crée de l'autre côté, parce qu'il y a moins de consommation, etc. Enfin, oui, il y a moins de consommation, donc il y a moins de rotation de l'économie, etc. Donc, oui, bien sûr. On est dans la mondialisation. C'est vrai. Les économies sont interconnectées, ça se complexifie et il y a des corrélations de tous les côtés. Et pour aller encore dans ton sens aussi, moi, il y a aussi une chose que je vais vraiment regarder cette année, c'est les élections américaines. Et c'est quand même ça. En fonction, c'est toujours pareil. Apparemment, celui qui était en face de Trump, c'en est un autre finalement. Mais c'est un sujet que je vais suivre parce que je pense qu'en fonction de qui va être élu, ça peut aussi avoir un impact sur la suite. C'est mon opinion personnelle que je délivre ici. Ouais, oui. Il est marrant, Trump. Moi, il me fait rire. Moi aussi. Je vais aller dans le sens, pas de Trump, mais je vais le caresser dans le sens du poil. Je vais dire un truc. Donc, il dit America First. Ok, ça veut dire qu'il développe le business autour des États-Unis. Donc, les États-Unis, je parle hors crise du corona. Donc, il y a de l'économie qui se développe, mais ils importent, ça leur permet aussi, comme ils développent de la richesse, d'importer d'autres produits. Comme je disais à l'instant, ça peut être du vin, ça peut être, je ne sais rien, des produits Vuitton, les produits, les marques de luxe françaises. Donc, ça profite aussi. Donc, moi, il me fait rigoler. Bon, c'est tout. La manière dont il exprime les choses, toutes les conneries qu'il fait. C'est vrai, on n'a pas souvent vu un président comme ça quand même. C'est assez folklorique quand même. C'est presque un sketch, quoi. Dis-moi une autre question. Alors, Stéphane demande à Nicolas s'il peut parler des brouettes de billets en Allemagne. Ah oui, alors oui, on peut en parler, mais là c'est le sujet. On va aborder le sujet, mais on va pas aller en profondeur. Donc Stéphane demande qu'on parle un peu. Tu sais, de la Grande Dépression allemande avec les boîtes de billets, le fait que l'argent ne vale plus rien. Est-ce que tu penses que... Alors c'est compliqué. Alors avant que je lance le sujet, je veux quand même que vous sachiez qu'on n'a pas de boule de cristal. On partage des avis ce soir. Le but c'est de passer des bons moments. Ça peut ne pas arriver du tout, comme ça peut arriver, comme ça peut rester comme c'est. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Olivier? Sincèrement, je suis pas assez calé là-dessus pour en parler. On entend ça depuis des années. Avant, déjà, on a baissé les taux. Il y a la planche à billets, la BCE qui fait du quantitative easing et tout ça. Mais honnêtement, on n'a vu aucune répercussion réellement. Alors, je ne sais pas répondre. Honnêtement, je n'ai pas la prétention de savoir ou d'avoir un avis exact là-dessus. Ouais. Moi, mais je sais que là, ce que je vais dire, tu vas le... Enfin, en tout cas, je crois qu'on en avait déjà parlé, on avait déjà partagé. Pour moi, en fait, tant que quand je donne de l'argent à quelqu'un, la personne le prend et ce que j'achète, finalement, je pars avec. Je pense notamment aux baguettes de pain. En réalité, je dis pas que ça n'existe pas tout ça, mais je me dis, voilà, il y a un moment donné, il faut continuer à vivre. Je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure. Pour moi, il faut que ceux qui n'agissent pas, ceux-là, ils perdent de l'argent. Et finalement, le plus grand risque, c'est que ça arrive et que ton argent soit sur un compte. Donc, j'agis en n'ignorant pas le phénomène. Mais je me dis que tant que les gens autour de moi continuent de prendre mon argent, je continue de jouer le jeu économique qui est en place. Voilà, c'est ma vision des choses. Après, je sais pas, je suis comme toi, hein, je suis pas un grand... j'ai cet avis-là, voilà. Allez, on prend une autre question, Olivier, parce que ça, on va s'endormir. Ouais. Ludivine demande est-ce qu'Olivier continue d'acheter à Saint-Étienne parce qu'il y a 1 ou 2 ans, elle avait l'impression que les bonnes affaires étaient monopolisées par lui et son réseau. Ah là, Olivier, là, je te le dis, on t'attaque on te pique au vif. Hein. Ludivine, elle dit est-ce que tu continues d'acheter à Saint-Étienne parce qu'elle avait l'impression que il y a quelques années de ça, c'était là qu'il fallait, que tout était monopolisé par toi à cet endroit-là. Et ton Je sais pas qu'est-ce que j'ai acheté à Saint-Étienne. Des appartements.
Oui, j'ai compris, mais je sais pas qui est-ce qui lui a dit que j'achetais à Saint-Étienne. Bon, écoute, en tout cas, c'est ce qu'on a eu dans le chat comme question. Donc, C'est que voilà. Je sais pas qui est-ce qui lui a dit que j'achetais à Saint-Étienne et il n'y a pas une mafia à Saint-Étienne organisée autour de moi. Hein, ça, je n'ai pas cette prétention. Je ne savais pas. Alors moi, mon notaire est à Saint-Étienne. Je le précise, c'est les hasards de la vie, tout ça. Prochaine question. Alors, Super Chine demande que penses-tu de l'état de l'immobilier à Paris, à Olivier? Ah oui. Est-ce qu'il va y avoir une baisse de 5, 10, 20% ou une hausse? Ah oui. Alors, il y a quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu penses de l'état de l'immobilier à Paris. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir du coup plutôt une hausse, plutôt une baisse? Et alors, la personne précise de 5 à 10%. C'est de la spéculation pure. Alors, de donner 5, 10, 15, 20, c'est de la spéculation pure. J'aimerais que ça arrive. Je le reconnais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive? Une baisse, Olivier? Comment? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive? Une baisse? Ah, une baisse, bien sûr. Ah oui, bah, tu vois, moi j'ai envie d'acheter un appart ici. Moi, ma vie aujourd'hui, elle est à Paris, entre Paris et Dubaï. Moi, si je pouvais avoir 20% de baisse, moi je te dis, bon, les quartiers où ça m'intéresse, bon, je suis désolé, hein, j'ai des goûts de luxe. Je suis minimum à 12, 13 000 balles du mètre. Ouais. Bon, bah, je préférais le payer 10 000 balles plutôt que payer 13 000 balles. Hein. Ah ben ça c'est sûr. Et tu penses... Maintenant, est-ce que ça va baisser? Je sais pas. Mais moi j'ai une autre question. Tu penses pas que c'est monté trop haut à l'inverse, à ces tarifs-là? Alors, on va segmenter. Il y a les bons quartiers et les moins bons quartiers. Sur les moins bons quartiers, déjà, ça coûte moins cher. Moi, comme j'ai dit, je suis dans le 8e arrondissement. Ceux qui connaissent Paris, je suis avenue Montaigne, vraiment à 20 mètres de l'avenue Montaigne, hein, donc pour situer le quartier. Donc, c'est une des avenues les plus chères. Donc, moi, si j'achète, je veux acheter dans ces coins-là. Maintenant, tu vas prendre le 20e arrondissement, le 19e, bah, c'est moins cher. Donc, et je trouve, alors, j'ai plusieurs idées qui me viennent. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de différence aujourd'hui entre le 8e ou 16e et le 19e. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu trouves que du coup pour la, pour le, pour la, je sais pas comment dire, pour le niveau du quartier ou l'ambiance en fait, l'écart est pas assez grand en fait. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas assez grand. Donc oui, j'aurais tendance à dire que ça va trinquer sur les trucs qui le valent pas, quoi. Mais le problème, c'est que les gens achètent n'importe quoi. Mais bon, je pense que ça va les calmer un peu là. Paris, il restera toujours Paris. Moi, je tablerai plus sur une stagnation des prix que sur une baisse des prix. Et ça va dépendre des quartiers. Ici, j'y crois pas beaucoup. Là, encore une fois, là où tu te situes. Bon, qu'on se rapproche du 20e, 19e. Ok, là, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire, mais je n'attends que ça. J'adorerais ça. Je peux pas dire le contraire, mais c'est très spéculatif. Je pense qu'en province, oui, ça descendra. Mais toi tu connais cette ville, tu la connais depuis toujours, j'ai envie de dire. J'y suis né. Hein, ouais, tu y es né, donc ça te, comment dire, tu imagines le delta quand même. Enfin, moi, quand je regarde les courbes des prix à Paris, ça paraît dingue en fait. Comment ça? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah oui, c'est hallucinant. J'imagine même que tu dois te mordre les doigts si tu as eu des appartements à Paris, de les avoir vendus en fait presque. Ah bah ça. Je te le confirme. Je te le confirme. Bon, écoute, Olivier, je te remercie. Je vais prendre encore quelques questions et après on va arrêter parce que c'est encore deux. Allez, 2 questions et après on arrête. Alors, dans l'hypothèse qu'il y ait de l'inflation, est-il conseillé... Attends, redis-moi depuis le début. Dans l'hypothèse qu'il y ait de l'inflation, est-il conseillé d'investir à crédit en sortie du confinement? Ah, alors suite à ce qu'on a dit tout à l'heure, tu sais, alors vraiment ça fait débat sur le fait de se désendetter en sortie de crise, en prenant l'hypothèse qu'il y ait de l'inflation, est-ce qu'il vaut mieux investir à crédit ou pas? Il y a 2 aspects dans la dette. Dans une dette, la détention d'une dette, il y a 2 aspects. Il y a un aspect psychologique et il y a un aspect financier. D'un point de vue financier, c'est bien sûr si t'endettes à 1% et que tu as une inflation de 3%, donc ça veut dire que tu peux avoir des placements à 2%, ça a du sens. Financièrement, ça a du sens. Mais tu n'es jamais à l'abri d'un accident de la vie, d'un problème,
vaut mieux ne pas avoir de dette. D'un point de vue purement psychologique, tu dors beaucoup mieux. Regarde, on va prendre un exemple très con. On est confiné, il y en a qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de rentrée d'argent. Je veux dire, si les mecs, ils n'ont pas de dette sur le dos, ils vivent beaucoup mieux. Quoi. Et même s'il y a de l'inflation. Et écoute, je peux que te confirmer ce que tu dis. Nous, c'est aussi notre cas. On est très peu endetté et on dort beaucoup mieux qu'en étant beaucoup endetté. La dette, ce n'est que de la théorie. Ce n'est que de la théorie. Je ne dis pas que moi j'ai démarré avec de la dette. Moi j'avais zéro. J'ai démarré avec de la dette. Et je vais même vous faire une confidence parce que maintenant c'est largement passé. Le premier appartement que j'ai acheté en 1988, j'étais au chômage. Ok ? Tout le dossier de financement était bidon. Les feuilles de paye, machin et tout. Mais je ne l'ai pas dit, hein. Mais d'ailleurs, vous n'avez rien entendu, hein. Mais, si tu veux, j'ai forcé le destin, mais parce que je ne pouvais pas payer. Et j'ai utilisé la dette. Bien sûr, j'ai utilisé la dette. Mais la dette, il faut savoir la gérer, quoi. C'est exact. J'attendais que tu finisses pour le dire. Encore une fois, la dette, c'est aussi en rapport avec ta situation. La dette, tout à l'heure, tu donnais le pourcentage de ton patrimoine, enfin de ta répartition de dette et de patrimoine. Nous, on doit être à peu près au double de toi. On doit avoir 20% de dette pour 80% de patrimoine. Et encore une fois, à mes débuts, j'étais incapable d'arriver à ça, en fait. Tout simplement parce que, comme toi, j'avais pas d'argent. Donc, ta dette, elle est en fonction énormément de ta situation et de est-ce que tu commences l'investissement ou est-ce que tu es très avancé dans l'investissement et est-ce que tu peux te désendetter. Mais effectivement, je suis complètement d'accord. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec ça, en tout cas. Allez, la dernière question, Olivier, et après, allez, deux, et après on arrête. Allez, deux. S'il veut acheter un viager, même s'il a le cash, il pense faire un crédit de 10 ans pour le bouquet. Non, alors attends. Moi, je vais pas poser toute la question, je la simplifie parce que sinon, voilà. On prend juste le cœur de la question. Est-ce que c'est le moment d'acheter... Alors, c'est un peu glauque comme question, mais c'est rigolo. Enfin, non, c'est pas le mot rigolo, mais est-ce que c'est le moment d'acheter des viagers ou pas? Moi, j'aime pas les viagers. Alors, je te lâche la bombe. Bah, ça dépend pour quoi faire. Ouais, alors. Si c'est pour profiter de la situation, bah, non. C'est une histoire d'éthique. Non, attends, je t'arrête, Olivier. Attends, je vais terminer. Ouais, alors vas-y, termine et je te dirai après. D'accord, vas-y. Il peut y avoir un intérêt d'acheter un viager. J'ai failli le faire. Je vais te dire, c'était il y a 1 an. J'ai failli le faire. C'était à Neuilly-sur-Seine. Je n'ai pas l'adresse en tête, mais je vois exactement où c'est. Et c'était le bouquet, il était libre. Et ça, c'est important. Le bouquet, c'était 166 000 €, pour être très exact. Et tu dis, c'est le bouquet. Et l'autre côté, en face, il y avait la rente. Et la rente, elle était... je ne me rappelle plus de la rente, du montant de la rente, mais quand tu valorisais, l'appartement sur le marché, il valait réellement 700 000, 800 000. Et quand tu le valorisais, donc avec le bouquet et la rente, avec l'espérance de vie, on arrivait à 1,2 million. Je lui dis, c'est pour ça que je n'ai pas acheté. Je lui dis, bon, la vendeuse, elle se fout de la gueule du monde, quoi. Bon, mais ça pouvait avoir un intérêt. Pourquoi? Parce que ça te permettait de ne pas t'endetter. Oui, c'est ça. Tu gardes ton cash et tu payes chaque mois. Tu ne vas pas voir la banque, tu ne vas pas aller, demander, supplier la banque, prête-moi, machin et tout. Bon, ça peut avoir un intérêt. Il avait précisé avec de l'inflation, tu vois, mais bon, je voulais pas rentrer dans le côté technique. Ah, mais après l'inflation, et s'il y a de la déflation, comment tu peux le savoir sur on est d'accord. 15 ans, 20 ans qu'il va y avoir obligatoirement de l'inflation et machin. Comment? Dernière question. Olivier, pratique-t-il la division foncière? Olivier, pratiques-tu la division foncière? À l'occasion, si l'occasion s'y prête, oui, je peux arriver, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, tous les biens sont différents, ça va dépendre de ce que tu achètes, sur quoi tu tombes. J'avais acheté un plateau, non, je ne l'ai pas acheté. On devait l'acheter avec mes filles. Je cherche, bon, il y a 2 ans, c'est pas très important. Ça faisait, de mémoire, je crois que c'était 250 mètres carrés. Ouais, et puis c'était un plateau qu'on pouvait diviser. On faisait vraiment 3 lots, pas de la division en espace de vie, mais vraiment 3 lots différents. Ce n'est pas fait pour multiples raisons. Mais oui,
parce que là, ça valait le coup de le faire. On avait un appartement chacun, pour une de mes filles, chacune de mes filles en avait un et moi j'en avais un. C'est l'occasion qui fait le larron. En réalité, moi, ce que je cherche, a fortiori, quand je cherche à faire de la plus-value, acheter, revaloriser et revendre, la valorisation, ça peut être de la division, tout simplement. Bien sûr. Parce que quand tu vas, je ne vais pas te raconter ça à toi, tu le sais pertinemment. Ah oui. Tu vas vendre au mètre carré un studio, tu vas le vendre plus cher qu'un 4 pièces. Bon, bah voilà. C'est tout. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie d'être venu. On va en rester là, sinon ça va durer des heures. Mais c'est très agréable. Hein, ne le prends pas pour toi, Olivier. Hein. T'es un enfoiré. Bon, écoute, c'est pas grave. Tu reviendras quand même pour me le redire une deuxième fois. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Merci à tous d'être restés avec nous ce soir. On se retrouve demain pour les crypto-monnaies. Olivier, merci d'être là. Ben, tu peux revenir quand tu veux. On le fait jusqu'à la fin du confinement. Je vous dis au revoir à tous. Bonne soirée et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir, Olivier. Merci. Ciao. Bye.